Salut les gars, c'est Emric Desflex et aujourd'hui on va faire un podcast sur nos débuts quand on a commencé le fait qu'on soit coach avec Arthur, quand on a eu notre diplôme, nos ressentis, les anecdotes qu'on a eues, les petits ratés, les petites victoires et tout ce qui nous a permis de réussir dans notre travail. Donc on va faire ça sur plusieurs plans. D'abord forcément nos débuts, comment on s'est senti, est-ce qu'on était perdu, est-ce qu'on savait quoi faire, est-ce qu'on a pris les bonnes décisions ou pas. Ouais. Je pense que c'est surtout ce qui va en découler après, ce qui va être important. Après, une fois on s'est lancé tous les deux, donc on a vraiment eu un cas très différent entre Arthur qui lui a commencé dans une salle et moi qui ai direct commencé à mon compte. Donc vous allez voir vraiment les différences entre quelqu'un qui se met à son compte et quelqu'un qui débute dans la carrière en tant que, on va dire, salarié, quoi, CDI. Voilà. Donc on y va. Écoute, j'espère que tu vas bien, Arthur, Ça va aujourd'hui. très bien et toi? Très bien, merci. Écoute, déjà dans un premier temps, une fois que tu as eu ton diplôme, voilà, tu as réussi tes examens, je pense que c'était pas trop dur. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Les examens, c'est loin d'être le plus important. Enfin, bien sûr, c'est le plus important pour avoir son diplôme. Pour valider. Voilà, pour valider. Mais c'est loin d'être le plus difficile, je pense, pour moi. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais avoir son diplôme, ça a été la partie la plus simple. Par contre, bien évidemment, la suite, ça a été quelque chose qui est totalement différent. Qu'est-ce que tu en penses déjà, toi? En fait, c'est OK, ça y est, on a notre beau petit diplôme papier, on a pu faire valider notre carte pro. Mais maintenant, c'est plus le stage, c'est plus la formation, c'est à toi de trouver du travail. J'ai cherché j'ai eu de la chance, ça allait vite. J'ai eu ma carte pro en janvier. J'ai fait un peu le tour des salles qu'il y avait, Bordeaux, Pessac, Mérignac, Talence. Enfin, j'ai vraiment fait le tour en posant mon CV, en essayant des fois d'avoir le responsable de la salle ou autre, sans grand succès. J'avais regardé pour me mettre à mon compte. J'avais commencé à regarder les démarches pour l'auto-entrepreneuriat. Yes. On était en 2020. Donc, il s'est passé un petit truc en 2020. Ouais, c'est vrai. Je vous le dirai après. Et en fait, par chance, mon ancien tuteur de stage, Stan, pour ne pas le citer. Si tu passes par là. Merci Stan, tu nous as super bien suivis en tout cas. Stan a décidé de poursuivre son aventure bodybuilding et avait cette envie depuis très longtemps de partir aux États-Unis. Et donc, en fait, Stan m'a appelé en mode écoute, je pars, prends ma place. Et c'est là où nous, on s'est connus avec Arthur, du coup, il y a maintenant 5 ans. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai eu mon tuteur pendant, je pense, 3 mois, donc, ce qui était Stan. Donc, c'est quelqu'un qui avait de très bonnes connaissances en body, qui fait très bien son travail, qui sait très bien motiver les gens et qui anime très bien ses séances. Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui met l'ambiance, ça c'est sûr. Et après, forcément, quand il est parti, Arthur est arrivé. Donc, on a fait, je pense, 1 ou 2 mois de vrai. Non, peut-être même pas. On a fait 3 jours. 3 jours 3 jours. On a fait 3 jours ensemble de travail pur et dur, je pense, dans la salle. Ouais. Et après, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le confinement. Le confinement, le Covid. J'ai signé 3 jours. J'ai signé mon CDI 3 jours avant le confinement. Ouais. Donc, début en coaching, chômage. 3 jours, voilà. Début en coaching, chômage chez mes parents, à se dire, parce que c'était nouveau, quoi. C'est clair, oui. Tu rentres dans le monde du travail, voilà. On se disait, est-ce que, en fait, j'ai passé un diplôme pour rien du tout? Parce que la vie reprendra jamais. Oui, on savait vraiment pas comment ça allait se passer. Moi, j'ai eu mon diplôme, enfin, j'ai pas eu mon diplome pendant le Covid, mais du coup, j'ai passé mon diplôme pendant le Covid. Donc, faire toute une année de cours en visio, enfin pas toute une année de cours, j'ai eu 4 mois quand même de cours. Ouais, parce qu'on a bossé ensemble quand tu étais stagiaire et moi en tant que coach, on a bossé de mai-juin jusqu'à octobre. Exactement. Et donc moi j'ai vraiment eu une année en dents de scie parce qu'un coup c'était que en visio, un coup c'était que en présentiel, et quand c'est en visio on sait très bien que c'est beaucoup plus difficile. Donc c'est vrai que heureusement que j'ai pu reprendre les cours quand même avec les profs et tout ça, parce que vraiment le visio c'était pas possible, quoi. Franchement, un cours de 3-4 heures en visio, je pense qu'au bout de 1 heure ou 2, je pouvais plus le lâcher. Oui, Bref, c'est pas trop le sujet. Le sujet, c'est quand même nos débuts. Donc écoute, toi, tu as commencé en tant que salarié, mais tu as été chômage. Et du coup, une fois que le Covid a repris, comment tu t'es senti? Enfin, que le Covid a repris, que la salle a pu rouvrir.
D'ailleurs, anecdote très rigolote, avec Arthur, pendant le Covid, on allait s'entraîner à la salle où on travaillait. Et il y avait des gens qui nous regardaient, ils étaient décalqués, vraiment limite en train d'appeler les keufs. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui a sonné, on leur a dit non, mais on fait la maintenance des machines. On fait la maintenance des machines en détraction. Les gros mythos. Et puis, il y avait quand même un mec qui a forcé aussi un jour pour venir s'entraîner. Bref, c'est pas possible. Bref, c'était rigolo quand même. En fait, c'était une époque vraiment bizarre. Ouais, c'était. Toute la vie changeait. Et nous, on essayait d'adapter le sport, mais avec les masques et les règles de tant de personnes dans la salle. Enfin, c'était vraiment particulier en fait. Ces quelques mois entre les deux confinements. C'est clair. Mais en fait, les gens, on les avait vus déjà sur les réseaux partir courir comme si du jour au lendemain tout le monde. C'était des marathoniens, ouais. C'est juste qu'en fait, les gens ont eu cette envie de faire une activité physique en se rendant compte que ça pouvait peut-être aider d'être en meilleures conditions physiques. Oui, et en santé mentale et physique, c'est clair que. C'est aussi bien pour le corps que pour la tête de pratiquer du sport. Donc ça a fait mal au niveau du business sport, le Covid. Clair. Mais ça a pu permettre de relancer vraiment comment ça se passe. Quand la machine s'est relancée, ça a fait du bien et on avait de nouvelles têtes, des gens qui n'étaient pas forcément fans de salle de sport avant. Oui, c'était pas des grands sportifs de base ou des grands aficionados. Et certains, ça a permis de leur mettre un pied au cul, j'ai envie de dire, pour se dire. Parce que c'est qu'il y a eu beaucoup de communication. Dans le milieu du sport, pas dans le milieu des médias, parce que moi je regarde pas la télé du tout, mais je sais que dans le milieu du sport, il y a eu une grosse communication, surtout les coachs dire regardez ce qui se passe pour les gens qui sont sportifs, comment ils encaissent le truc, et regardez comment les gens qui ne sont pas sportifs encaissent les maladies, etc. Ouais, c'est ça. Ça a été quelque chose qui a été vraiment ça a prouvé, entre guillemets, les bienfaits, même sport, si des sportifs étaient malades, il n'y a pas de souci, le Covid ne touchait pas les gens de la même façon, mais mine de rien, d'être en santé, des fois, ça aide. Okay. Donc, cet entre-deux où j'avais pris un peu aussi la chape de ton stage, même si j'avais pas le droit d'être tuteur sur le papier. Oui, ça faut avoir 3 ans pour être tuteur. Donc, mais ça avait été cool. Et après, deuxième Covid, donc bam, recoup de pied dans les fesses en mode qu'est-ce que tu vas faire de ta vie. Et là, le deuxième, il a duré très longtemps. On a été fermé on a fermé 7 mois, je crois. On a fermé de septembre-octobre jusqu'à mai 2021. C'est ça. Bon, donc, nous, on avait, du coup, Arthur a eu des galères que j'espère personne ne vivra au début de son travail. Ouais. Mais du coup, quand tu as pu coacher, on va dire, normalement, quelles a été tes difficultés au début dans le fait d'accompagner les personnes, etc. Alors, même si le stage apprend beaucoup, une fois que tu es lâché dans le bain, tu n'as plus vraiment de référent. C'est-à-dire, c'est toi et tes connaissances, et tu vas pas aller te dire à ton tuteur, excuse-moi. Ouais, je sais plus quoi faire là, est-ce que tu peux m'aider? Donc, faut se creuser les méninges, faut se renseigner parce qu'on en avait parlé déjà la dernière fois, mais on a tout profil qui peut nous demander du coaching. Donc, faut se renseigner, faut regarder les bouquins, faut regarder sur Internet. Pas hésiter à regarder différents professionnels aussi, des gens qui sont spécialisés justement dans de la perte de poids, dans de la préparation physique ou autre, ou sur certaines maladies, comment gérer. Là, la première fois que j'ai eu une dame qui avait une sleeve gastrique, Putain, fallait surtout pas que je fasse la connerie de lui faire des crunchs dès le début après son opération. C'était des petits détails que tu apprends au fur et à mesure. Mais ce qui était bien, c'est que j'étais dans un endroit que je connaissais. Oui. Donc j'étais mis en confiance, mine de rien. Il y avait déjà des clients que je connaissais de mon stage, des clients que je connaissais. Je crois qu'on l'a pas précisé, mais du coup, tu as été en stage pendant 1 an et tu as pu commencer en CDI dans la salle où tu as été en stage. J'ai pas précisé. Et du coup, j'étais en terrain conquis. Je connaissais ma salle, je connaissais mon endroit. Je connaissais les clients. C'est ça, c'est beaucoup plus facile. Vendre ses services, mine de rien, on sait où on est, on sait ce qu'on a déjà fait. Donc, on sait ce qui marche pas un petit peu. Alors, pas au début ça encore. dépend quand tu fais du spécifique. Parce que je crois que juste après le Covid, si je dis pas de bêtises, donc tu étais à Keep Cool, pour pas citer la chaîne. Et c'est là où Keep Cool a commencé un peu le changement avec tout ce qui est le coaching vraiment privé, avec un accompagnement vraiment spécialisé avec les personnes. Et je pense que ça a été quelque chose de très bénéfique pour toi parce que je me souviens qu'au tout début, tu te plaignais beaucoup d'être qu'un hôte d'accueil et pas être un coach finalement. En fait, il y avait de l'accompagnement, mais vu qu'il n'y avait pas le côté financier,
C'était C'était mis de côté, ouais. c'était un peu passer ton temps à faire des programmes, à faire de l'accompagnement Ouais. que les gens vont pas suivre parce que Ça. ça faisait partie de la formule. Et tout ça, ouais. Dès qu'il y a eu le côté payant, on a beaucoup de gens qui ont arrêté de venir nous solliciter parce que Ils on voulaient leur pas disait payer. mine de rien, on peut encore le faire un petit peu, mais ça va passer payant. Et le travail est devenu plus concret. Parce que forcément, les gens payaient, donc il y avait une attente supérieure au programme qu'on pouvait faire un peu gratuit ou que tu retrouves sur Internet ou en demandant à ChatGPT. Bien sûr. Et du Ça coup, n'existait pas d'ailleurs. oui, voilà, ça n'existait pas, mais pour donner un ordre d'idée Oui, aujourd'hui, bien évidemment, bien un évidemment. programme entre ChatGPT et un coach qui va vraiment te suivre au fur et à mesure, il y aura quand même une différence. Ah bah oui. Voilà, c'est indéniable. Et du coup, ça a donné plus de sens au travail de coach parce que les gens venaient avec un objectif et ils s'y tenaient comparé à avant. C'est clair. Et ça m'a énormément plu parce que, mine de rien, ceux qui étaient motivés et avec qui tu faisais comprendre que le coaching, on allait vraiment les emmener d'un point A à un point B, puis un point C et D, il y avait les résultats. C'est clair. Et en tant que coach, c'est hyper satisfaisant de voir que la prog que tu as prévue pour cette personne, peut-être le timing n'est pas respecté, mais quand même au fur et à mesure, parce qu'on a tous des contraintes dans la vie, tes clients ont des pépins, que ce soit avec leurs enfants, des problèmes de santé ou autres. Mais mine de rien, tu reprends là où tu en étais et le cursus continue d'avancer. Et c'est hyper glorifiant de se dire, j'ai peut-être pas 10 millions de clients, mais au moins les clients que j'ai, je les accompagne et ils progressent dans ce qu'ils m'ont demandé à la base. Ok, d'accord. Bon, du coup, pour moi, ça a été très différent, très très différent. Parce que quand j'ai eu mon diplôme, quoi qu'il arrive, j'ai vite fait chercher. J'ai pas non plus cravaché. Mais j'ai bien vu que dans les salles, trouver une place comme Arthur au début, c'était limite impossible. Voire vraiment, il y avait 0 place. Et même quand j'essayais de chercher des mi-temps, parce que moi, j'essayais surtout de chercher des mi-temps, j'en ai pas trouvé. Voilà. Donc pourquoi j'ai essayé de chercher des mi-temps? Parce que j'ai voulu me mettre direct à mon compte. Donc dès que j'ai eu mon diplôme, j'ai pas attendu, j'ai ouvert ma micro-entreprise et j'ai envoyé des cours en extérieur. Je faisais beaucoup de cours en groupe sur les terrains de foot à l'ancienne. Donc ça a duré pendant 6 mois. J'ai fait essentiellement oui, des coachings en domicile et après des coachings en groupe en extérieur. Donc c'était la galère parce que si vous voulez, dans le monde de la communication du coaching, à part votre réseau de relations personnelles et votre réseau, on va dire, Instagram, tout ça, mais au final, on se rend compte très vite que en fait, les gens sur Instagram ne sont pas là pour prendre des cours de coaching, mais sont là pour prendre de l'information, parce que j'avais déjà un compte Instagram qui était actif où j'expliquais pas mal de choses. Mais forcément, les gens qui sont sur Instagram, ils ne sont pas là pour prendre des coachings, en fait, tout simplement. Donc, en fait, on se rend très vite compte que les réseaux, c'est bien pour avoir une vitrine, mais c'est pas ça qui va vous faire venir des gens en coaching. C'est pas le gagne-pain final. C'est pas ça qui vous amener des clients. Bien évidemment, ce qui m'a amené des clients, c'était mes connaissances personnelles. Déjà, dans un premier temps, j'ai pu commencer avec Quentin, que tu connais, qui était une de mes personnes déjà que je connais depuis que j'ai mes 15 ans, 16 ans. Et ça a été quelqu'un qui m'a beaucoup aidé parce qu'il a pu me conseiller via des amis qui connaissaient lui, parce que je l'ai coaché. Il faut savoir qu'il fait à peu près, je crois, 1m78, 76. Oui, pas beaucoup plus petit. Ouais. Et il a commencé à 92 kilos. Et aujourd'hui, il est à 75 kilos solide. C'est-à-dire qu'il a pris au moins 10 kilos de masse musculaire et il a perdu bien plus que ce qu'on pourrait croire que 17 kilos. Ouais. De masse grasse, il a perdu vraiment quelque chose qui est hors norme. Bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet, c'est de parler des difficultés. Donc, heureusement que j'ai eu quand même un petit socle de personnes qui ont pu me conseiller. Et en fait, de ce temps-là, j'ai travaillé pendant très longtemps dans cette entreprise-là. J'ai travaillé à Chronodrive. Donc, j'en ai déjà parlé dans le premier podcast, mais j'ai passé mon temps à Chronodrive quand j'ai eu mon diplôme, ce qui m'a beaucoup aidé parce que Chronodrive, c'est un travail où on peut choisir ses horaires. On peut dire, voilà, là je suis dispo, là je suis pas dispo. Même si même si Arthur le sait, il y a des petits couacs parce que quand j'ai changé de responsable, parce qu'au début j'étais avec un responsable qui s'appelait Quentin et un directeur qui était très gentil et qui m'ont toujours connu comme quelqu'un d'entreprenant parce que je suis arrivé 2 ans ou 3 ans avant d'avoir mon diplôme là-bas. Je leur ai dit voilà, mon projet c'est ça.
ils m'ont vu réussir et ils m'ont vu me lancer et ils m'ont vu, aujourd'hui, ils me voient y réussir, je le sais. Et il s'appelait Vincent, le directeur, il était très gentil avec moi. Et dès que ces deux personnes-là, donc Quentin et même Fauzi aussi, et Vincent sont partis, ça a été vraiment un peu la descente aux enfers à Chrono parce que je m'entendais très difficilement avec les gens qui étaient au-dessus de moi, voire pas du tout. Et du coup, quand on se met quand on est dans une situation qui est vraiment pas du tout confortable, on fait tout pour y arriver le plus vite possible, bizarrement. Sinon, ça m'a quand même aidé. Merci aux gens qui m'ont bien emmerdé quand même. Et pour ne pas les citer, je les citerai pas. Et forcément, ça m'a beaucoup aidé parce que je pense que je suis resté à Chrono où je me suis lancé en auto-entreprise. Bien, je pense les 4 premières années, non, les 3 premières années. Ah oui, ça a duré un moment. Oui, ça a duré un moment. Et ce qui est bien, c'est que j'ai pu commencer avec un mi-temps de 25 heures, avec quelques coachings. J'avais, je sais pas, 5 heures de coaching par semaine. Donc oui, c'est pas énorme, mais il y a quand même tout l'aspect à gérer. Donc développer le début de la communication, apprendre à comment on va faire, etc. Il y a tout l'aspect entrepreneuriat, donc faire ses déclarations. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais eu la chance, comme je l'avais dit dans le premier podcast, que j'avais été coursier Deliveroo. Et quand on est coursier Deliveroo, on est auto-entrepreneur. Bon, c'est de l'esclavagisme, mais voilà. On dira pas. On dirait, ouais, c'est l'ubérisation de la société, bref. Donc, bien évidemment, j'avais eu cette première expérience-là, donc je savais comment créer une entreprise. Et en fait, j'ai pas radié mon entreprise que j'avais chez Deliveroo, j'ai changé de statut, donc j'ai pu faire ce changement-là. Et du coup, c'était cool de revenir sur le sujet parce que j'avais Chrono Drive en 25 heures. Et quand j'ai commencé à avoir un plus de coaching et de clients, j'ai pu baisser en 20 heures par semaine et après en 15 heures par semaine et ainsi de suite jusqu'à ne plus y travailler du tout. Après, j'étais quelqu'un qui travaillait beaucoup parce que dès mes 20 ans, 21 ans, je me suis dit, écoutez, moi, je veux être propriétaire le plus vite possible. Voilà, parce que j'ai eu des galères dans ma jeunesse avec ma mère qui a eu des problèmes de logement ou qui s'est retrouvée un peu sans domicile. Elle n'était pas dans la rue, mais voilà, on a fait, elle a été chez ses amis de temps en temps parce qu'elle avait plus de logement à un moment. Donc quand on voit ces difficultés-là, forcément, ça crée des mécanismes de protection derrière et on se dit, écoutez, moi je veux vraiment pas vivre ça, enfin revivre ça. Et du coup, j'ai travaillé vraiment comme un zinzin parce que en fait, donc au début, j'ai eu mes premiers clients et je vais juste parler de l'entrepreneuriat. J'ai eu mes premiers clients, j'ai avancé à Chrono Drive, j'ai baissé petit à petit mon temps de travail à Chrono Drive et j'ai augmenté forcément mon temps de travail de coaching. Et à un moment, j'ai une personne qui s'appelait Ben, qui me parle plus aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais bref. Il m'a dit pourquoi tu ne vas pas travailler. Alors j'ai fait du mi-temps dans une salle d'électrostimulation. Ouais, je m'en souviens. Alors bon, la salle d'électrostimulation, c'est pas le coaching en électrostimulation, c'est pas un coaching qui fait rêver, c'est pas non plus un coaching qui est optimal. Je vais pas cracher dessus, mais bon. C'est pas ce que tu affectionnes. C'est pas ce que j'affectionne et très honnêtement, quand je vois les résultats que j'ai avec mes clients et les résultats des clients qui sont là-bas, je sais que c'est pas le résultat qui est optimal. Voilà. Après, ça peut peut-être aider certaines personnes. Bref, moi, c'est pas mon délire. Mais du moins, j'ai essayé d'y apporter le mieux possible, le coaching, le mieux possible que j'ai pu le faire là-bas. Et d'ailleurs, c'est Kyung qui m'a pris sous son aile. Et c'est un monsieur qui est très gentil, très accueillant, une personne qui est vraiment en or et que j'affectionne particulièrement parce qu'il m'a toujours soutenu, toujours aidé dans mon auto-entreprise. Et il était lui très content d'avoir. Donc, j'étais pas salarié là-bas. Mais j'étais sous contrat, on va dire, c'est-à-dire que j'étais contractuel, donc je venais faire, on va dire, au début, je crois que je faisais… une matinée. Ouais, je faisais 2 matinées, donc je faisais 8 heures par semaine là-bas, et donc j'envoyais ma facture en tant que prestataire de service, en gros. Donc j'ai jamais été salarié. Mais il y a un moment où, du coup, vu que j'étais pas salarié, c'est quelque chose qui était, comment dire, pas sécurisé, et je ne connaissais pas l'entreprise où j'allais aller, je ne connaissais pas la personne qui gérait Kyung. Donc, par sécurité, je me suis dit, je garde Chrono. Donc, il faut savoir que j'ai été en 8 heures par semaine à Chrono Drive, 8-10 heures. Je faisais 8 à 10 heures par semaine à Saint-Médard, donc dans la salle d'électrostimulation. Et je faisais en moyenne 20 heures de coaching par semaine. Et à ça, vous y ajoutez le fait que je dois m'entraîner, que je suis avec ma copine, ça fait très longtemps que j'étais déjà avec elle, on n'était pas encore fiancés, mais voilà, on habitait ensemble depuis longtemps. Il y a l'aspect communication à faire, les vidéos Instagram, le contenu. Il y a l'aspect communication autre que les réseaux, mais sur la page Google, etc. Il y a l'aspect financier à gérer, donc les déclarations,
payer ses factures, etc. Bref, le fait de gérer l'entreprise, c'était vraiment hors norme. Et un jour, ma mère est venue vivre chez moi pendant une semaine et je me suis rendu compte que pendant la semaine, je ne l'ai pas vue parce que je commençais souvent le travail à 8h ou 9h. Je mangeais pas chez moi et je rentrais que le soir. Des fois, je finissais souvent les coachings à 21h. Donc oui, j'ai pu mettre beaucoup d'argent de côté à ce moment-là, autant qu'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup de monde en coaching. Mais j'ai énormément cravaché pour y arriver parce que aussi, grâce au fait que, au début, j'ai eu la chance que ma grand-mère, quand j'ai commencé les coachings après avoir été sur les terrains de foot et après avoir fait que des domiciles, j'ai eu le garage. Arthur, il se souvient très bien de ce temps-là parce qu'on s'entraînait beaucoup tous les deux dans le garage. C'était très drôle. Et donc, j'avais aménagé un garage entier. C'est le garage de ma grand-mère qui me prêtait gracieusement. Donc, je ne payais pas de loyer ni rien. Donc, forcément, entreprendre quand on a des locaux gratuits. Bon, certes, c'était peut-être qu'un garage, mais ça me permettait très bien d'entraîner les gens. Ouais, et ça m'a permis de me faire ma première clientèle, de faire les premières erreurs, de faire les premières réussites, etc. Et quand j'ai totalement arrêté le garage, je crois le garage, on y est resté 1 an et 3 mois, si je dis pas de bêtises. J'aurais dit plus que ça. Peut-être 1 an et demi, ouais. 1 an et demi. Et donc, voilà, c'est là où j'ai fait mes premières erreurs, mes premières armes et mes premières réussites. Je pense que quand on est freelance, la première erreur qu'on fait tous beaucoup, c'est qu'on met des tarifs qui sont trop bas. Parce qu'on se dit que c'est un prix bas qui va attirer le client. Et parce que aussi, il y a l'idée, on est nouveau, donc, oui, donc on n'a pas de renommée. Est-ce que les gens ils vont vouloir payer plus? Je suis d'accord. Donc, je sais qu'au début, mes coachings, c'était, je me rappelle, en solo, c'était 35 € l'heure. 35 €, quand vous avez payé l'URSSAF, etc., il vous reste moins de 20 balles. Non, peut-être que j'exagère un peu, mais vraiment, c'était que dalle. Ça enlève un petit peu. Et donc, quand vous comptez que vous n'avez pas de congés payés, parce que du coup, j'arrivais pas à prendre de vacances, vu que je ne gagnais pas assez d'argent pour prendre de vacances, donc jamais de vacances, je travaillais 7 jours sur 7 parce que j'avais un coaching, je me rappelle, le dimanche. La première année, j'ai travaillé tous les jours de ma vie. 365 jours sur 365. J'avais aucun équilibre. Donc, mes premières grosses difficultés, ça a été que avec Marine, on avait des petits soucis parce que tout simplement, on se voyait jamais. Et au bout d'un moment, ça l'a saoulée. Et c'est totalement normal qu'elle ait trouvé ça saoulant. Et moi, je suivais beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui étaient entrepreneurs et ils passaient leur temps à dire oui, mais il faut taffer tout le temps. L'entrepreneuriat, c'est ça. Si vous voulez réussir, il faut tout le temps taffer. Ils n'ont pas tort parce que c'est ce que j'ai fait pour réussir. Donc ça, c'est comme ça que ça marche. Mais il faut savoir qu'on y laisse des plumes. Oui. Et j'ai eu de la chance d'être avec quelqu'un de solide comme Marine parce que je pense que beaucoup de personnes seraient parties à ce moment-là. Parce que pendant 1 an, j'ai pas pris de vacances, j'ai pas pris un week-end. Et tu as pensé business. Et j'ai pensé business de A à Z. Parce qu'au tout début, j'arrivais pas à avoir de clients, je ne sais pas comment faire. Et du coup, on passe un temps hors norme à faire que des erreurs la première année. Donc des tarifs qui sont trop bas. J'avais même pas de page Google My Business. Aujourd'hui, ce qui me fait arriver le plus de monde, c'est ma page Google. J'ai même plus besoin de faire de prospection. Ouais, putain, la prospection, c'est vrai que c'était voilà. Avec les flyers. Avec les flyers et tout, les flyers qui m'ont servi à rien. Je posais des flyers dans de la bouche que j'allais tout le temps. Ça m'a rapporté peut-être 1 ou 2 clients, mais pas plus que ça. Et aussi, ce qui m'a aidé d'ailleurs, c'est Soufiane, un grand merci à lui. Il m'a dit mais pourquoi tu fais pas une page Google My Business? Et je lui ai dit ok, je l'ai fait et j'ai commencé à avoir mes premiers avis. J'ai été visible sur Google. Quand on tape sur Google coach sportif Pessac, on pouvait me trouver. Même salle de sport. Salle de sport Pessac. Ouais. J'étais pas dans les premiers parce que j'ai pas eu beaucoup d'avis. Au début, forcément, c'est logique. Mais grâce à ça, ça m'a permis de step up en fait ma petite communication. Et après, au bout de 2-3 ans, je l'ai découvert très tard que je pouvais faire des annonces de coaching sur les pages Facebook. Okay. Et ça, c'est un truc pareil, ça m'a dégagé. Alors par contre, oui, ça m'a dégagé beaucoup de passages. J'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues en coaching, mais ce n'étaient pas des clients que je gardais. Parce que, en fait, c'est des personnes qui pensent qu'un coach privé qui va travailler 8 heures par mois pour toi, c'est 30 €. Alors, à part si je suis payé 2 € de l'heure, et je leur disais, est-ce que vous êtes payé 2 € de l'heure? Bah non. Je dis, alors, toi, tu me parles de, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Je gagne quoi, 30 € par mois, et tu viens 8 heures par semaine ou tu viens en solo? Je dis, mais réfléchis un peu. Enfin, je sais pas, il y en a, ils connectent pas les neurones en fait. Bref.
Et oui, après, c'est forcément, tu vas me dire, oui, mais c'est parce que les salles, elles sont à 30-40 euros. C'est parce que Ils les se salles disent que sont c'est pas pareil. chères et qu'en France, on n'a pas cette notion de la tarification comme ils ont dans d'autres pays. Oui, oui, oui. Tu regardes, par exemple, F45 n'a pas réussi à s'implanter en France parce Ouais. que l'abonnement était trop cher, alors que tu regardes en Angleterre, en Australie, enfin, ces Oui, ça pays-là, cartonne. ça cartonne et ça a beau être à, je sais plus, je crois que c'était 200 balles par mois l'abonnement le plus cher. Mais t'as Ça marche parce que un c'est accompagnement, hyper qualitatif bien sûr. et que les gens savent pourquoi ils mettent 200 balles C'est par ça. mois là-dedans. Mais donc, ouais, le gros souci, c'était ça. Donc, ça m'a quand même permis de trouver quand même pas mal de monde, hein, les pages Google, les pages Facebook, pardon. Mais c'était un temps hors norme parce que le temps de faire les annonces, répondre à tout le monde, j'avais des fois 10 ou 15 messages et je passais un temps qui était hors norme pour que les gens me disent ah ben non, c'est trop cher, ou ah oui mais non, mais parce qu'ils voulaient aussi tous le même horaire. C'est ça le gros problème quand on est coach à son compte. Tout le monde veut 18h, 19h, donc ça fait que même si vous travaillez 2 heures par jour, c'est pas suffisant pour vivre. Problème, c'est que c'est pas tout le monde qui est disponible sur les autres horaires. Donc ça aussi, c'est une grosse problématique. Bref. Tu travailles quand les autres travaillent pas. Voilà. Et donc ça a été aussi un gros problème dans ma vie de couple que de tout le temps travailler au début et aussi de tout le temps travailler quand les autres ne travaillent pas. Parce que Marine travaillait quand elle, les gens travaillaient et moi, c'est tout le contraire. Et du coup, on se voyait souvent la semaine et même le week-end que de 21h à 23h. Donc c'est vrai que sur une vie de couple, c'est pas tenable sur les années. C'est sûr. Donc c'est ce que j'ai essayé de beaucoup changer, que je change beaucoup aujourd'hui quand même. Pour essayer de vivre tout simplement, parce que quand j'étais passionné d'airsoft et pendant mes premières années d'entrepreneuriat, je ne suis pas allé sur un terrain pendant 2 ans, je crois, 2 ans et demi. Donc c'était une vie vraiment de chaque instant sur le business, mais c'était vraiment une vie où je faisais que ça et des fois, on vous vend l'entrepreneuriat comme une voie dorée, etc. Mais vraiment, l'envers du décor, vous verrez que c'est vraiment pas drôle. Et tout ce que je vous raconte, c'est ce qui m'est arrivé. Et vous avez l'impression que vous n'avez pas de vie. Vous travaillez 7 jours sur 7, 6 jours sur 7. Aujourd'hui, je travaille encore 6 jours sur 7. J'ai peut-être allé 1 ou 2 semaines de vacances par an. Par mois. Ouais, par an. C'est quelque chose pour le tenir, chapeau bas, quoi. Bon, oui, je me dis chapeau bas à moi-même, mais franchement, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Après, je me mets pas au-dessus des autres en disant ça. Voilà, si certains veulent mettre plus d'investissement dans leur temps de business, que grand bien leur fasse. Si d'autres veulent mettre plus de temps d'investissement dans leur famille, que grand bien leur fasse. Et ils ont raison, tout autant que moi j'ai eu raison, je pense, pour en arriver là aujourd'hui, parce que du coup, je suis parti de coacher sur des terrains de foot et à domicile, à partir coacher dans un garage. J'ai fait mes premières âmes dans un garage pendant 1 an et demi. Donc c'est, on va dire, le temps terrain de foot et garage, ça a duré quand même 2 ans. Donc 2 ans de galère à gagner pas forcément si bien ma vie que ça pour faire des temps de travail hors normes. Mais par contre, aujourd'hui, je sais que je peux très facilement vivre très bien en travaillant 4-5 jours par semaine maximum et en n'enchaînant pas des journées de 9 heures d'affilée. Donc je sais que tout le temps que j'ai sacrifié pendant ces 4 ans-là, eh bien, ça m'a permis aujourd'hui, après avoir sacrifié tout ce temps-là et toutes ces années de vie, c'est un sacrifice de vie que j'ai fait, ça m'a permis aujourd'hui, par exemple, à 26 ans, d'être propriétaire de ma maison avec Marine. Parce que j'ai pu mettre du coup beaucoup d'argent de côté. Il faut savoir que pendant ce temps-là aussi, on a vécu pendant 5 ans dans un appartement de 32 mètres carrés. Alors à deux, je vous dis, quand des fois ça se passe pas bien, 32 mètres carrés, c'est pas facile. On se marche vite dessus. On se marche vite dessus, on se prend vite la tête parce qu'on n'a pas la place pour vivre convenablement. On n'a pas notre intimité personnelle. On n'a pas notre intimité personnelle pour vivre convenablement quand on est deux et que des fois on a bien envie d'avoir nos petits moments tranquilles juste tout seul. Moi qui suis une personne très solitaire, Marine a beaucoup moins ce problème-là, mais moi j'en ai un peu souffert. Donc voilà, c'est des sacrifices, c'est des choix de vie qui font que aujourd'hui à 26 ans, je peux être indépendant de… Comment dire, je suis sous la coupe de personne. J'ai personne qui va me dire tu fais ci, tu fais ça. J'ai personne qui va me dire tu prends telle vacances, tel moment, comme ci, comme ça. Je suis maître de moi-même et de mon temps de vie et de comment je gère ma vie. Mais c'est vrai que ça m'a demandé des sacrifices qui sont hors normes, je pense. Voilà. Qui étaient conséquents. Ouais, qui étaient conséquents. Autant dans ma vie personnelle de couple que dans ma vie, on va dire, professionnelle, ouais, c'est clair. Parce que en fait, l'entrepreneuriat, c'est un travail de tous les jours. Il y a toujours des gens qui vous contactent,
Là, aujourd'hui, j'ai des gens qui m'envoient des messages le dimanche, qui m'appellent qui m'envoient des messages le dimanche. Et c'est quelque chose à gérer. Et c'est que j'ai encore du mal aujourd'hui parce que je regarde beaucoup, encore une fois, de contenu d'entrepreneurs qui disent que c'est comme ça que ça marche. Et ils n'ont pas tort, mais trouver l'équilibre dans l'entrepreneuriat, c'est le plus dur. Quand on veut réussir, qu'on veut vraiment se mettre à fond dedans, trouver un équilibre, au début, vous n'y arriverez pas. Voilà. C'est ce qu'ils disent, même si moi je suis pas passé par là. Ouais, t'entreprends à côté un petit peu. Oui, de... et puis j'ai essayé, mine de rien, forcément, quand on est coach et qu'on aime son métier, on veut toujours en faire. Bien Donc sûr. Forcément, on essaye d'avoir quand même des clients. Enfin, moi, j'essaie quand même d'avoir des clients en extérieur. Et c'est vrai qu'en fait, c'est ce côté de on veut réussir, on est nourri parce que, mine de rien, le travail nous plaît, le travail nous passionne. Mais c'est une mentalité que tu as eue et que moi, j'ai pas forcément eu de tout sacrifier pour le travail. C'est en fait, chacun va voir le métier de coach personnellement. C'est clair. Tout le monde n'aura pas la même vision du coaching, tout le monde n'aura pas la même vision de se lancer. Et c'est là aussi qu'on voit les personnes qui vont continuer leur métier de coach ou pas. C'est ça. Parce que je pense sur nos classes de 30. C'est ça, combien il y en a qui ont essayé de se mettre auto-entrepreneur ou salariés, mais moi j'ai des potes qui étaient salariés aussi dans des salles et qui ont arrêté. Oui, mais pourquoi? Parce que les coachs qui sont salariés dans leur salle, ils ne sont pas coachs la plupart du temps, ils sont hôtes d'accueil. Oui. Ils sont hôtes d'accueil et vendeurs d'abonnements en fait. Je l'ai beaucoup vécu. Oui. C'est plus des commerciaux au final de vendeurs d'abonnements de salles. Parce que les salles, c'est pas des salles de coach et de coaching, ce sont des salles où vous louez de l'équipement sportif. Il y a plein de monde qui vient dans le coaching, ils me disent « Ouais, je me suis inscrit à Basic Fit ou à Fitness Park et il n'y a personne qui m'aide. Hein. Il n'y a personne qui va me dire ceci ou cela. » Alors déjà, il faut se remettre en question parce que beaucoup, quand on veut les aider, quand on est coach, qu'on voit des conneries monumentales, ils viennent « Ouais, non mais moi je sais tout, moi j'ai tout vu, moi j'ai regardé Rocky, j'ai regardé Pumping Iron, je sais tout faire, moi c'est mon pote, il m'a dit… Parle pas de mon père comme ça. Non, mais il m'a dit ouais, un jour il y a un mec, je le vois faire du tirage, tirage horizontal, hein, il plie que les bras, il tire pas les épaules, il tire pas les coudes vers l'arrière. Je dis mais tu fais quoi? Il dit ouais, mais c'est mon pote, il m'a dit je fais ça pour les bras. Je fais ah ok, j'ai même pas essayé de débâcher. Et en fait les gens savent tout sur tout. Donc au final ils s'étonnent que dans les salles personne vient les aider, personne leur dit quoi que ce soit. Mais quand quelqu'un vient t'aider, vous êtes des enculés en fait. Vous êtes les enculés. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Vous savez tout sur tout. Donc forcément il y a eu un climat dans les salles qui est ultra, je pense, nocif parce que vu que tout le monde sait tout sur tout, quand vous faites rembarrer une fois, deux fois, t'as plus envie d'aider qui que ce soit dans les salles. Ça a été mon cas. Alors je passais mon temps à regarder et du coup rigoler dans mon coin, c'est méchant, hein, mais je passais mon temps à regarder les gens, ils me disent mais regarde-moi ce tocard, regarde-moi ce tocard. Bah ouais. Et le mec en 6 mois, 9 mois, il a pas bougé. Physiquement, il a pas bougé. Donc, ce qui est dur aussi, je pense, dans le côté entrepreneuriat, t'as une branche différente de beaucoup de coachs. T'as fait du domicile, de l'extérieur. Tu as pu avoir la chance de faire ton home gym pour faire les coachings. Ouais, grâce à ma grand-mère, merci à elle au début et après mon père. Tu vois, par exemple, tu sors d'école, tu payes ton loyer dans une salle de sport et tu fais rentrer tes nouveaux clients. Tu vois, il y en a beaucoup en fait qui se sont cassés les dents là-dessus parce que même si tu as un loyer progressif et que le head coach de la salle t'aide un petit peu à avoir les premiers clients, c'est des contrats encore en plus. C'est clair. Et en fait, c'est… oui, parce qu'il faut parler en financier. Combien ça coûte d'être coach à Basic Fit? Alors, les coachs dans Basic Fit, c'est pas des salariés. Hein, donc, c'est bien ce que me disaient mes clients. Oui, ils me disent personne vient nous aider dans la salle, mais vous louez, quand vous payez un abonnement Fitness Park ou Basic Fit, vous louez une location d'équipement. Vous ne louez pas une salle de sport avec des accompagnants. Vous louez juste le fait de prendre les haltères dans les mains, de prendre les machines dans les mains, et ça s'arrête là. Donc, il faut bien comprendre que quand on prend un abonnement dans une salle de sport, c'est pour se démerder. Ou alors, du coup, comme le dit Arthur, vous prenez un coach qui lui paye un loyer qui est astronomique à Basic Fit. Donc je me rappelle, parce qu'à chaque fois on m'en a proposé. Ah mais oui, tu vas gagner plein d'argent. Non. Oui, ok, bien sûr. Alors ça peut marcher. Ça peut marcher, mais du coup déjà il faut mettre des tarifs qui sont astronomiques parce que pour arriver à se dégager un salaire au début c'est impossible. Donc le premier mois c'était 100 ou 150 euros de loyer. Le deuxième mois c'était 300 ou 350 euros. Le troisième mois, c'était 500 ou 600 euros de loyer. Et après, c'est, même à Bordeaux, c'est entre 700 et 800 euros le mois. Okay. Aujourd'hui, je sais pas, ça a peut-être dû augmenter, mais il y a 4 ans ou 5 ans, c'était ce prix-là. Donc, comment vous faites pour votre URSSAF vous prend
un quart de ce que vous gagnez. Donc imagine, tu as fait un mois où tu as gagné 1000 euros. Tu as gagné 1000 euros. C'était tes premiers 1000 euros. Tu dis, ouais, les premiers 1000 euros. L'URSSAF va te prendre 250 euros. Donc il te reste 750 euros. Tu payes ton loyer à Basic Fit, 700 euros. Il te reste 700 euros, enfin 750 euros moins 700 euros. Il te reste 50 euros pour ton mois. Voilà. Donc comment tu fais pour bien t'en sortir? Eh bien, c'est très compliqué au début. Pour ça que moi, j'ai eu énormément de chance d'avoir des clients qui avaient du matériel chez eux parce que coacher des gens à domicile avec des élastiques et tout, ça me casse les couilles, ça c'est rincé. Voilà, ouais. Mais moi, je trouve que c'est des coachings. Quand tu as une salle full équipée, voilà, forcément, le coaching, ça n'a rien à voir. C'est sûr. Donc, ouais, moi, c'est des coachings qui me saoulent, voilà, parce que j'ai l'impression que les gens se branlent en fait. Voilà. Donc, c'est pas. Oh non, en vrai, j'exagère. Tu peux faire des trucs très durs sans plein de matos et tout. Mais voilà, moi, j'aime bien avoir la panoplie qu'il faut pour bien coacher les gens. Donc, oui, être coach à son compte, si on n'a pas comme moi gracieusement un petit loyer ou un garage gratuitement, ça va être très compliqué. Très, très, très compliqué. Parce que au début, quand vous coachez les gens à domicile, des fois, les résultats, ils sont pas ouf. Oui, et puis sans même, il y a autre chose que le financier quand tu es auto-entrepreneur, c'est la concurrence. Oui, c'est vrai. Et on est dans un monde où le coaching, ça parle beaucoup les uns sur les autres. Oui, c'est vrai. Alors moi, j'ai pas trop. Enfin, si, peut-être que ça arrive, mais je ne sais pas. Oui, c'est un milieu où. Ouais, lui, regarde, c'est ça. Ouais. Et du coup, mine de rien, il y a plus de personnes qui passent de diplôme de coach que de gens qui cherchent un coach. Oui, ça c'est. Donc, je pense, alors sais pas. Ça s'est peut-être inversé avec les dernières années. Mais oui, il y avait quand même un moment où c'était sur Bordeaux. C'était la mode en fait. Sur Bordeaux, il y avait 3 ou 4 écoles qui sortaient. 30 coachs qui sortaient tous les 6 mois. C'est ça. Donc ça faisait des pelles et des pelles de coachs à placer, que ce soit en auto-entrepreneuriat ou dans des salles. Donc au bout d'un moment, si tu es entrepreneur comme toi, il faut avoir les reins solides, ce que tu as eu. Parce qu'il faut s'accrocher, les premiers mois, ils ne seront pas faciles. Enfin, même quelqu'un qui dégage un truc, qui a une facilité énorme à parler avec les réseaux ou quoi, c'est clair. Les premiers mois ne peuvent pas être faciles. C'est clair. Même les 2 premières années. Hein. Moi, les 2 premières années, c'était un enfer parce que quand on a son diplôme, on se dit ouais, let's go, j'ai eu mon garage vite, je vais trouver des clients, ça va le faire, nanana. Et là, tu arrives devant un mur parce que tu te dis les clients ils viennent pas. Et qu'est-ce que je fais de mal? Et quand tu n'as personne dans ta famille qui a été entrepreneur, enfin, mon père, il était podologue à son compte, mais il m'a pas donné, je pense, les armes pour bien y arriver. Bon, bref, chacun aide les gens comme il peut et comme il le pense. Mais bon, peut-être que c'était pas aussi le meilleur dans la com aussi. Et quand tu es podologue, t'as pas forcément. Enfin, en vrai, tu as besoin de le faire, mais tu penses que tu n'as pas besoin de le faire. Mais même les médecins, ils ont besoin de faire de la com pour y arriver au début. Et aujourd'hui, la communication et l'image, ça, c'est en fait, c'est tout. Une énorme partie du c'est, je travail, pense, 80% du résultat de quelqu'un qui a son compte. Pourquoi? Parce que tu as beau être le meilleur, tu as beau avoir les meilleurs résultats, si personne ne le sait, c'est ça. T'es personne en fait. T'es personne. Aujourd'hui, il faut prouver, c'est comme Strava. Oui, voilà. Si c'est pas sur Strava, ça n'existe pas. T'as pas fait la perf. C'est ça. Si t'as pas mis en story, j'ai fait 5 fois 110 au bench comme moi cette semaine. Oh là. Mais personne va se dire ouais, c'est un cuck, il a rien fait. Mais en fait, aujourd'hui, les réseaux, c'est une porte d'entrée vers de la validation entre guillemets. Voilà. En fait, il faut vraiment comprendre que chez les entrepreneurs, Instagram, les réseaux, c'est pas ce qui va vous trouver des coachings, mais ce qui va vous faire valider des coachings. Pourquoi? Parce que en général, les personnes qui viennent en coaching, je sais que, enfin, certains, pas tous, mais certains sont allés voir mes réseaux, ils m'ont dit ouais, on voit que tu es quelqu'un qui sait ce qu'il dit, qui sait ce qu'il fait, qui a des résultats avec ses clients, et du coup, forcément, ça donne confiance. Mais au début, ça ne me servait à rien, parce que vu que j'avais pas vu que je liais pas tout comme il faut, les clients qui venaient vers moi, soit ils me connaissaient déjà, donc c'est facile, soit tout simplement, eh bien ils ne savent pas que tu as Instagram, que tu fais ceci, cela, parce que j'avais par exemple pas lié ma page Google My Business à Instagram, et du coup ils ne savaient pas. Donc bon, après moi du coup j'ai fait 6 mois de coaching en domicile et en extérieur. Après j'ai fait 1 an et demi dans le garage. Et au bout de ces 2 ans, j'ai eu la chance d'avoir l'ancien cabinet de podologie de mon père, où j'ai eu quand même un loyer.
mais qui n'est pas hors norme, ce qui m'a permis de, du coup, pouvoir proposer un coaching de plus grande qualité parce que le cabinet est plus grand que le garage. Donc, j'ai pu avoir plus de matériel, plus de place. Et moi, ce qui me fait vivre, c'est pas forcément… Enfin, si, les coachings en solo, ça m'aide beaucoup, mais c'est que je fais beaucoup de coaching en small group, donc 2 ou 3 personnes. Et ça permet de faire un tarif en coaching qui est très attractif, qu'on retrouve jamais parce qu'il y a beaucoup de coachs à base vie qui font que des one-to-one. Donc, quand je dis one-to-one, c'est un coaching où tu n'as qu'un élève à la fois. Et du coup, forcément, quand tu fais 2 élèves ou 3 élèves à la fois, si tu es un bon coach, tu t'en sors, il n'y a pas de souci, ça s'apprend. Ça s'apprend sur le tas, mais ça s'apprend parce qu'on ne te l'apprend pas en cours. Non. Et forcément, ça te permet de tirer les prix vers le bas et toi d'être bien tarifé à l'heure, en fait, tout simplement. Donc, tout le monde est content. Les gens que tu veux le coacher, tu les coaches très bien parce qu'ils sont que 3, c'est pas non plus ingérable. Et du coup, eux, ils ont un tarif qui est bas pour du coaching privé, c'est très bas. Et toi, tu t'y retrouves parce que tu es bien payé. Voilà. Oui, et puis il y a une énergie différente qui se dégage aussi. C'est ça. Imagine, le client aujourd'hui est pas très à l'aise ou quoi, et puis ça peut vite devenir long, même si tu connais bien la personne, si la personne n'a pas envie de parler. Ouais, c'est vrai qu'il y Ça en peut a. vite devenir long. Alors moi, Alors qu'il y a l'effet de groupe. C'est vrai. Un effet de groupe, tu vas toujours en avoir un qui va réussir à faire sourire C'est clair, l'autre, c'est et clair. forcément, là, le coaching prend une toute autre dimension. Je sais aussi qu'il y derrière. a des personnes que je coach, pour pas les citer, on va dire, allez, Quentin et Alex. Donc, Quentin et Alex, c'est mes 2 tout premiers clients quasiment, Tu les as avec cités. qui, j'en ai déjà parlé d'eux, avec qui on rigole, on passe 1 heure à s'éclater de rire toutes les 5 minutes en fait. Et le but après, il y a le côté business, il y a le côté fun de la vie, il faut prendre du plaisir dans la vie, il faut s'amuser au travail. Pour durer en coaching, il faut passer des bons moments, même si j'ai galéré les 2 premières années, j'ai eu aussi des très bons moments. Et en fait, c'est comme ça qu'on garde des clients. Et en fait, comment ça se passe, c'est que est-ce que ton expérience de coaching, qu'est-ce qui fait que quelqu'un va te choisir toi et pas quelqu'un d'autre? Pourquoi les gens ils vont rester avec toi et pas un autre? Tout simplement parce que t'es qui? T'es quelqu'un qui anime les choses, qui est fun, qui est drôle, qui sait faire dépasser et sortir de sa zone de confort tout en rendant la chose fun et attrayante en fait et cool. Si tu sais pas faire ça, je suis désolé pour toi, mais tu seras pas un bon coach en fait. Et si tu sais pas donc comment gérer l'aspect, on va dire, psychologique et mental du coaching, tu n'y arriveras pas. Ouais, parce qu'on a tous eu des gens qui viennent avec un coup de mou, qui ont pris une mauvaise nouvelle ou qui sont juste pas en forme. Il faut leur faire comprendre comment passer au-dessus. C'est ça. Et la séance va leur faire du bien. Alors, des fois, forcément, si la personne est malade, on va baisser un petit peu le cœur sur la séance. Classique. Mais c'est des fois des gens, en fait, qui, eux aussi sont entrepreneurs. C'est leur moment de la semaine. C'est leur moment où ils relâchent la pression. Et tu deviens une personne hyper importante dans leur semaine, en fait. Donc, c'est justement ce que tu dis, c'est pourquoi toi et pas un autre. C'est ça qui va faire le plus et qui va te faire, en fait, avoir du monde. Bien sûr. C'est réussir à avoir un minimum de fidélité de tes clients et avoir un lien toujours professionnel, parce qu'il ne faut pas non plus que ça déborde. Moi, je sais que j'ai des clients avec qui je m'entends très bien et je fais plein de trucs. Mais ça ne peut pas être tous les clients. Non, voilà, c'est pas tous mes clients Tu ne peux pas être ultra pote avec tout le monde, mais par contre, c'est sûr que tu auras une place importante et ils auront une place importante. C'est clair. Eux aussi dans ta vie. Et t'es tout, t'es le coach, des fois t'es le psy, t'es le confident. C'est clair. Tu peux avoir plein de casquettes différentes dans ton coaching. Et c'est grâce à ça aussi que les gens vont en parler autour d'eux. Parce que si, comme tu dis, ils vivent une bonne expérience, qu'ils sont contents des résultats, parce que c'est quand même important. Il y a des gens, ils veulent juste passer du bon moment, mais il y aura quand même un minimum de résultats. Et en fait, c'est aussi ce dialogue qu'ils vont avoir de putain, j'ai encore passé un super moment avec Aymeric. C'est ça. J'ai encore perdu un peu de poids ou j'ai encore pris un peu de masse. Je me sens plus à l'aise dans mon sport ou autre. Et c'est ce tout, c'est cette ambiance et ces progrès qui vont te ramener des clients, comme tu dis, sans que tu aies besoin de moi, aller les chercher. Moi, ce que je fais quand j'ai des personnes en coaching, c'est que je mets beaucoup l'aspect intellectuel du sport pendant les premières semaines en avant. C'est-à-dire que je dis aux personnes, est-ce que vous voulez réussir à avoir des résultats, etc. Ils me disent, forcément oui. Et je leur dis, c'est très bien. Si oui, si tu veux avoir des résultats, il va falloir que tu comprennes tout ce que tu fais. Donc, en fait, les premières semaines, j'explique comment fonctionne l'hypertrophie, comment fonctionne la perte de masse grasse,
quels sont les mécanismes de l'hypertrophie, donc faire des micro-lésions musculaires, mettre de la surcharge progressive, pourquoi tel exercice on le fait comme ci, comme ça. Donc j'explique que c'est une contraction, qu'est-ce qu'une phase d'étirement. J'explique que la musculation, c'est au final tout simplement lutter contre la gravité. Donc dans comment aligner ses articulations à la gravité pour être allé sur ses mouvements et ses articulations, pas se faire mal, etc. Et au début, il y a tout cet aspect, on va dire, intellectuel du sport que beaucoup de coachs n'ont pas. Voilà, il faut le dire. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de coachs, c'est triste à dire et c'est comme ça, mais ils n'ont jamais fait d'études sup de leur vie et ils n'ont jamais fait, comment dire, aborder cette partie très théorique en fait du sport ou très théorique des choses en général. Et donc, bien évidemment, pour eux, un coach, c'est quelqu'un qui va motiver les gens et leur faire un bon entraînement, mais c'est pas que ça. Voilà. Et donc, c'est pour ça que pour moi, ce que je fais quand j'ai un coaching, c'est dans un premier temps l'aspect intellectuel du sport, comprendre les mécanismes de réussite dans un premier temps. Après, comment comprendre en fait l'aspect mental de la personne que tu as en face de toi. Est-ce que c'est quelqu'un où c'est un peu un mental de gagnant? Est-ce qu'il a tout le temps envie de se surpasser et de faire mieux qu'avant? Ou alors est-ce que c'est quelqu'un qui a un peu de difficulté avec le mental du surpassement de soi? Et donc déjà, quand tu as établi ces deux choses-là, la partie mentale, c'est quelque chose qu'on ne t'apprend pas en cours. Et ça, moi, je l'ai appris que pendant mes premières années de coaching. Au début, j'avais vraiment zéro connaissance sur ça, c'est vrai. Et aujourd'hui, c'est ce que je mets beaucoup en avant. Je leur dis, mais il y a des personnes, une personne que j'ai eue tout à l'heure, par exemple, et qui passe son temps à dire, mais j'y arrive pas, je vais pas y arriver. Je dis, mais à partir du moment où tu te dis que tu vas pas y arriver, c'est sûr et je te promets. Ok, donc il y a eu, j'explique tout ce qui se passe. La GoPro a encore surchauffé et j'avais plus de batterie. Hop, je la remets droite. Tac. Donc du coup, je disais l'aspect mental. Donc c'est vraiment important l'aspect mental au début quand on est en coaching parce que il y a des gens du coup qui passent leur temps à dire qu'ils n'y arriveront pas et c'est clair que leur faire péter leur barrière mentale des fois c'est pas facile, mais au fil des séances on y arrive. Et aujourd'hui c'est ce que je me tue à faire parce que j'ai beaucoup plus de monde en coaching parce qu'au début les premiers clients que tu as en général c'est des sportifs, ce qu'ils cherchent, ils te cherchent. Et ils cherchent un coach de bonne qualité. Et donc, du coup, forcément, vu qu'il y a une masse de coaching et de coach, hein, donc bien sûr, s'ils veulent trouver un bon, des fois, ils font des grosses recherches. Donc, moi, au début, j'ai eu que des sportifs. Et là, aujourd'hui, j'ai quasiment que des personnes qui font, enfin, pas que des personnes. J'ai gardé ma base de sportifs. Même là, mes dernières demandes, c'est beaucoup de personnes en remise en forme. Donc, là, sur ces personnes-là, qui ont souvent 40 ans, qui n'ont pas fait beaucoup de sport, c'est des personnes où il y a vraiment un accompagnement mental à faire. Pourquoi tu vas te surpasser? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Pourquoi il faut que tu te surpasses? Pourquoi tu vas t'infliger cela? Parce que dans la vie, tu vas le transposer. Et si tu as, c'est ce que j'écoutais un podcast sur le développement personnel de Monsieur Drimax, et bien il disait, en fait, quand tu as eu ta réussite physique et que tu t'es dit, voilà, en fait, il y a dans le développement personnel, parce que lui, il parle beaucoup de ça dans le développement personnel, il y a trois choses. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Et à partir du moment où tu peux être, avoir la meilleure âme, le meilleur cœur, etc., si tu n'es pas physiquement en forme et que tu ne renvoies pas une image de quelqu'un qui est en forme, tu as beau être le meilleur humain sur Terre, si tu ne renvoies pas cette image-là, eh bien les gens ils ne vont pas te prendre au sérieux. Il faut que ce soit aligné. Voilà, il faut que ce soit vraiment que si vous voulez être une bonne personne, c'est avoir un bon réseau, des bonnes relations avec les personnes qui vous entourent, avoir un corps qui est en bonne santé, qui est fonctionnel et qui est solide, et aussi avoir une morale et une mentalité qui tient la route. Et une personne qui est complète, c'est ça, c'est l'intelligence, c'est le social et c'est le corps en fait. C'est pas l'un ou l'autre. Et donc il faut vraiment faire comprendre aux gens que s'ils développent leur physique, c'est pas qu'une question de physique. C'est aussi en fait l'image que tu renvoies parce que un physique ça ne s'achète pas. Il y a personne qui va claquer 100 000 balles et qui va avoir un gros physique. Et donc il faut vraiment comprendre que ça renvoie une image de discipline, une image de quelqu'un qui sait réfléchir, parce que quand tu sais les sacrifices et toutes les connaissances qu'il faut pour réussir physiquement, eh bien tu sais que c'est des gens qui savent réfléchir pour se construire un physique solide. Donc voilà, et après, il y a je pense pour être un bon coach, il y a aussi le côté accompagnement, c'est être disponible pour les gens que tu accompagnes, savoir leur créer des habitudes, je pense alimentaires et des habitudes de se bouger dans la vie pour pouvoir avoir un corps qui leur convient. Parce que si tu fais 10 000 pas par jour, par exemple, tu peux facilement augmenter ta dépense calorique et donc tu peux facilement manger des fois des conneries à droite à gauche, sans que ça se sente trop. Sans que ça se sente trop parce que tu as une très grosse dépense physique. Donc voilà, c'est le genre de petits conseils
que je fais, mais il y en a plein d'autres. Et je pense qu'être un bon coach, c'est avoir l'accompagnement intellectuel de l'entraînement, avoir l'accompagnement mental et fun, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, de savoir animer et faire une séance cool. C'est savoir du coup accompagner les gens dans des séances qui sont concrètes, qui réussissent. Et après, c'est l'accompagnement de la vie de tous les jours. Pour moi, c'est le triptyque de ces quatre choses-là, qui font qu'on fait un bon accompagnement. Voilà. Et je rajouterais un truc, moi, c'est rester soi-même. Oui, pas avoir peur de dire, je sais pas. Ouais, faut clair. Surtout pas mentir à un client. Parce que des fois, si vous tombez sur un client qui a des bonnes connaissances, ou un médecin, des fois ça m'est déjà arrivé. J'ai jamais mytho, mais forcément que si tu commences à dire de la merde, eh bien, tu peux dire je sais pas et aller te renseigner. C'est ça, vaut mieux dire je sais pas, mais je me renseigne sur le sujet, plutôt que de faire Jean-Michel, je connais tout. Et en fait, tu connais rien. Et en fait, tu vas cramer si tu fais ça. C'est ça, et ton accompagnement, il est rincé si tu fais ça, parce qu'en fait, tu es un menteur, donc tu es quelqu'un sur qui on ne peut pas compter, tu es quelqu'un qui n'est plus crédible, tu perds toute crédibilité si tu fais ça. Et donc, il ne faut pas oublier que quand on est coach, comme on l'a dit dans le premier podcast, le diplôme, c'est une chose, vous apprenez peut-être 50% de ce qu'il faut pour être un bon coach. Ouais. 50%, c'est-à-dire que tu es à moitié un bon coach, quoi. Tu es un coach, voilà, tu es à moitié bon, quoi. Tu es à moitié bien. En gros, tu es rincé, quoi. Tu es nul. Voilà, tu es nul, faut le dire. Et donc, la formation d'être un bon coach, c'est une formation de tous les jours. Moi, aujourd'hui, je continue de lire des choses sur le développement personnel, sur l'accompagnement mental. C'est hyper important pour créer un accompagnement qui est de qualité. Voilà. Et pour ces choses-là, eh bien, c'est pas votre BPGEPS ou même votre STAPS qui va vous aider. Je crois qu'aussi, en STAPS, en Bac+5, quand on accompagne des athlètes, il y a de la préparation mentale. Si t'es au niveau master, quel coach a ça en général? En général, les gens qui ont ce diplôme-là, ils vont coacher en équipe de France ou des trucs comme ça. Oui, ils sont dans des clubs ou dans des structures professionnelles. Voilà. Donc, forcément, si vous voulez être un bon coach, on va dire en freelance, je vais pas dire un bon coach comme moi, mais voilà, si vous voulez marcher, eh bien, eh bien, forcément, il faut avoir ces quatre choses-là, je pense. Donc bon, on va conclure sur ça avec Arthur. Déjà, Arthur va nous dire quels conseils se seraient donnés, je pense, pour peut-être mieux réussir ou faire les choses plus vite quand il a eu son diplôme. Si on met de côté le fait qu'il y a eu le Covid. Si je devais recommencer, je ferais peut-être pas le même parcours. Ok. Parce que la salle de sport, je vais pas cracher dessus, c'était cool. T'as fait des bonnes rencontres. J'ai fait des bonnes rencontres, la preuve. Ouais. Depuis le temps qu'on se connaît maintenant. Ou Emeline. Emeline, putain, oui, c'est vrai. Attends, quand même, la femme de Arthur, c'est quelqu'un avec qui il a fait un shooting photo pour Keep Cool. Ouais, c'est ça. Ils se sont rencontrés là-bas. C'est ça. Et je pense que tu vas pas cracher là-dessus. Je vais pas cracher dans la soupe. Emeline, c'est quelqu'un de très gentil, qui t'accompagne super bien dans ta vie. Ouais, je cracherai jamais sur mon expérience en salle de sport parce que ça m'a appris beaucoup de choses. C'est un chemin de vie. J'ai fait plein de formations, j'ai énormément progressé sur moi. Plein de rencontres de qualité. J'ai appris sur mon travail, sur ce que j'aimais faire, sur ce que j'aimais pas faire. Mais si là demain je devais juste refaire du coaching, je serais plus parti en entrepreneuriat. Avec un mi-temps à côté, par exemple. Avec un mi-temps à côté, le temps de se lancer, plutôt qu'en salle de sport. Okay. Parce que, comme on disait, c'est vraiment deux branches différentes, deux façons de travailler différentes. C'est clair. Et aujourd'hui, c'est avec peut-être aussi l'âge, parce que ça fait 5 ans maintenant que j'ai mon diplôme. C'est vrai, ça fait longtemps déjà. Je préférerais faire mes heures, bosser pour moi. Bosser pour tes rêves. Bosser parce que pour mes convictions propres, plutôt que de bosser pour une entreprise. Encore une fois, je crache pas dans la soupe. C'était très très bien ces 5 ans. Mais aujourd'hui, ce serait plus du coaching pour moi, pour mes clients, que pour quelqu'un d'autre. Ok, je comprends. Ok, bon, moi, ce que je me dirais, c'est que déjà, je dirais merci au fait que je n'ai pas trouvé de salariat du tout. D'entreprise pour travailler parce que ça m'a mis dans la sauce et quand on est dans la sauce, on se bouge le cul. Ensuite, qu'est-ce que je me donnerais comme… Alors sur le chemin, je dirais de faire la même chose, de commencer l'entrepreneuriat, de se lancer, de ne pas avoir peur. Par contre, ce que je me dirais, ce serait de beaucoup plus bosser ma communication parce que j'ai mis 2 ans ou 3 ans à avoir une communication qui fonctionne.
Et 2 ans, 3 ans à attendre, c'est long. Ah, mais c'est un métier, la communication. C'est un métier, la communication. Et je pense que si j'avais beaucoup plus… Aujourd'hui, même si c'est un métier, s'il y a des formations, s'il y a des diplômes pour ça, aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, avec YouTube, avec Instagram, tu peux apprendre énormément de choses. Et malheureusement, j'ai toujours voulu m'améliorer dans mon coaching, ce qui est très bien et ce qui m'a permis de faire un accompagnement de qualité. Mais j'ai pas assez mis d'investissement dans le fait de réussir à dégager de l'argent en fait. Voilà. À pas faire des tarifs trop bas. Pourquoi? Parce que ça fait que si tu as des clients à qui tu as fait commencer à faire payer un tarif trop bas, tu te vois pas leur dire ouais, ça va Oui, c'est augmenter. toujours Voilà. gênant. Il y a des gens chez qui le comprennent et grand Dieu, merci à eux. Grand merci à eux, ouais, mais c'est compliqué, c'est gênant à faire et aussi du coup à comprendre qu'est-ce que c'est les mécanismes pour choper des prospects, pour être connu et pour choper des clients avec qui ça va matcher en fait. Et donc, je pense que si j'avais beaucoup plus cravaché sur ça, eh bien, j'aurais pu être rentable et beaucoup moins galérer à chrono et péter un plomb et proposer des 1v1 en boxe avec certains. Parce qu'il faut savoir que j'ai fait ça. À la fin, en fait, quand vous faites un travail, quand on fait un travail à 2 balles comme ça, j'ai fait 5 ans, 6 ans en tout à chrono. J'étais une personne qui était aigrie parce que je faisais des choses que je détestais et j'étais quelqu'un de pas sympa en fait. Et bon, je vais pas trop m'écarter, on est quand même en train de conclure. Mais oui, ça m'est arrivé d'aller voir des gens qui je sais parler dans mon dos et qui étaient pas sympas. Et je leur ai dit, écoute, tu veux venir dans ma salle, on va mettre les gants, on va boxer tous les deux, tu vois, ça va être super. Et moi, je savais très bien pourquoi je proposais ça. Et lui savait très bien pourquoi j'ai proposé ça. Voilà. Parce que j'ai pas fait que de la musculation, j'ai fait de la boxe thaï, j'ai fait de l'anglais, j'ai fait du kickboxing, j'ai fait du karaté. Ligaments croisés. Voilà, et j'ai eu mes ligaments croisés à la boxe thaï d'ailleurs. Donc voilà. Bref, si je reviens, parce que là je m'écarte un peu. Donc si je me donnerais un conseil, c'est vraiment bosser ma communication, limite plus que des fois l'accompagnement. Au pire, j'aurais mis plus de temps à comprendre l'aspect mental et accompagnement. C'est pas grave, mais au moins j'aurais pu avoir un équilibre de vie avec Marine qui est plus confortable parce que ça nous a mis dans des situations où des fois en fait c'était tout simplement pas vivable. Et moi, vu que j'étais à fond dans la tête du guidon, enfin dans la tête La tête à fond dans le guidon. la tête à fond dans le guidon, pardon. Eh bien, je me rendais même pas compte que je délaissais ma compagne de côté. Et ça, c'est quelque chose où je m'en veux aujourd'hui. Et bon, c'est pour ça que j'essaie de faire le plus d'efforts possible là-dessus. Donc vraiment d'essayer si j'avais un conseil à me donner, c'était essayer de faire de la communication le plus vite possible et une communication de qualité pour pouvoir être un peu plus équilibré dans ma vie, pouvoir profiter un peu plus de ma vie tout en dégageant de l'argent quand même. Voilà. C'est carré. Qu'est-ce que t'en penses, Arthur? C'est carré, c'est ce que tu dis. Je pense que ça peut aider pas mal de monde à au moins se projeter. C'est clair. Et à se préparer sur les étapes. Parce que en soi, là, on parle du coaching, mais l'entrepreneuriat, que ce soit dans le coaching, que ce soit, je sais pas, dans être psychologue, être, je sais pas, masseur. Enfin, voilà. Quand t'es à ton compte, si t'es dépanneur, voilà, je pense que tout le monde va passer par là. Et on fait très souvent les mêmes erreurs et c'est dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de communication sur ça ou alors que ça soit pas mis assez en avant parce que y a des gens qui flinguent une vie de couple ou qui flinguent une vie de famille pour l'entrepreneuriat. Et je trouve que le jeu, alors peut-être que le jeu n'en vaut pas forcément la chandelle parce que si vous trouvez le bon équilibre, on peut concilier tout. Mais il faut avoir les bonnes armes pour y arriver. On peut conclure là-dessus. On peut conclure là-dessus. Donc écoutez, j'espère que le podcast vous a plu. N'hésitez pas à aller écouter le premier podcast parce que tout ce qu'on parle ici, ça en découle. Ouais, c'était l'introduction. Enfin, c'est la suite de l'introduction au premier podcast. Donc écoutez, j'espère que je vous en retrouve dans un prochain podcast. On va parler d'un autre sujet. Ou alors peut-être qu'on parlera beaucoup d'entrepreneuriat pour l'entrepreneuriat pour les jeunes. Quelles sont les problématiques qu'on a quand on est jeune et qu'on est entrepreneur. Mais pas avec Arthur, avec mon ami tatoueur Kubi. Et donc on se retrouve dans un prochain podcast, plus en forme et plus flex. Ciao!